Jérôme Julien, expert référent pour la DGALES des QPV en surveillance biologique du territoire au niveau national. Donc, moi, je voulais demander à Anne-Sophie Roy ce qui existait comme moyen de discussion, voire de pression auprès des États membres et qui sont aussi membres de l'OEPP sur la question des contrôles de l'échantillonnage à l'import. Notamment, je pense aux Pays-Bas, qu'on montre souvent du doigt comme étant une plaque tournante un certain nombre d'organismes nuisibles, dont des émergents. Et il y a la question des flux, véritablement, et de l'échantillonnage, des taux de sondage qui sont pris en compte. On voit que parfois, par rapport à des réexportations, on peut tomber sur des parasites émergents qui ont été initialement contrôlés aux Pays-Bas. Que faire véritablement là pour responsabiliser comme il se doit ces États sur véritablement ces flux de végétaux et produits végétaux qui peuvent être très concernés par les parasites émergents? C'est toujours, oui, une question un peu politiquement difficile, c'est vrai. Cela dit, je pense que quand même les Pays-Bas sont quand même conscients des enjeux. Je pense que eux aussi ont à faire face à des ravageurs émergents dans leur propre production. Ils sont comme nous, confrontés exactement aux mêmes difficultés. C'est vrai que une de leurs difficultés, c'est évidemment leur activité de grands commerçants de l'Europe, une plaque tournante très importante du commerce. Alors pour en revenir ensuite à votre question plus technique sur les protocoles, on va dire, d'échantillonnage, c'est vrai qu'autrefois, nous, à l'OEPP, on avait produit une norme qui a été en fait reprise au niveau mondial. J'ai pas du tout parlé de cet aspect dans mon exposé, mais on a en plus d'une coordination régionale, donc au niveau Europe et Méditerranée, qui est l'OEPP, on a une coordination mondiale qui se fait au sein de la FAO et plus particulièrement du secrétariat de la Convention pour la protection des végétaux. Et donc aujourd'hui, il existe une norme, malheureusement, pardonnez-moi, j'ai pas le numéro en tête, sur l'échantillonnage. Donc normalement, les pays ont l'obligation de se référer au moins à cette norme. Alors ça ne répond peut-être pas dans le cas précis à votre souci, mais disons que c'est quand même un aspect qui n'est pas oublié dans les discussions internationales. Bonjour, Raymond Le Jardinier, France Bleu Gironde. Là, tout ce qu'on vient de voir, c'est bien gentil au point de vue européen et autres, mais localement, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire le ménage chez soi? On voit des villages qui sont très propres, très bien organisés, il n'y a pas d'herbe, pas de parasites donc. Et alors qu'on voit des villes, les trottoirs sont de véritables poubelles. On peut voir une quantité de pucerons, de bestioles qui sont dessus. Les platanes qui sont remplis de tigres. Là, c'est infernal de voir tout ce qu'il peut y avoir si on observe bien. En plus, si on regarde bien aussi, nos petits-enfants n'auront pas d'ombre. On voit les plantations actuelles qui meurent dans l'année de plantation. Pourquoi ? Manque de soins, manque d'arrosage, on ne fait pas du tout ce qu'il faut faire. Vous pouvez l'observer dans les parkings de grande surface, sur des avenues. J'ai vu une avenue, 48 mycocouliers plantés, 48 de morts. Alors, on a besoin de végétation, paraît-il, mais je vois qu'on ne fait rien pour. Et quant aux parasites, on fait tout pour qu'ils évoluent, en laissant justement les poubelles partout. Regardez simplement un pied de Seine-Son, il est couvert de pucerons et couvert de rouille, d'où la contamination qui se fait partout. Et en ne traitant pas comme on devrait faire, eh bien on maintient des foyers et ça augmente et ça augmente. Pas besoin d'aller à l'étranger pour récupérer de la vermine, on la maintient chez nous. Là, il y a un progrès à faire, il faut bien y réfléchir. Non, je ne sais pas si la remarque nécessite une réponse. Simplement, moi je vais me positionner sur un plan strictement réglementaire. Je pense qu'il n'appartient pas de toute façon au service de l'État de compartimenter, j'allais dire, le niveau d'entretien général, si je résume en fait l'intervention.
quant au maintien de ce qu'on peut qualifier d'ailleurs une éventuelle biodiversité. Par contre, là où c'est dans notre champ de compétences, c'est à partir du moment où la problématique concerne les parasites réglementés, dont on a balayé l'esquisse en fait du cadre. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, effectivement, on a des outils d'intervention par rapport à des parasites réglementés. Quant à savoir s'il faut laisser des sensons sur les trottoirs, sachant qu'ils sont porteurs de pucerons et de rouille, je veux dire que ça, c'est pas dans notre champ de compétences. Donc j'irai pas plus loin. Je prends bien note de la problématique. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que la biodiversité globalement est quand même source de régulation naturelle dans les écosystèmes. Donc ça, il faut quand même pas le perdre de vue, et je pense que vous en êtes conscient et que vous partagez avec nous cette analyse. De là à laisser dire qu'effectivement il faut laisser proliférer la vermine, comme vous l'avez qualifié, effectivement il y a un pas. Là où ça nous concerne, c'est qu'effectivement sur un certain nombre de parasites dits de qualité, donc d'organismes nuisibles non réglementés, notamment, je le sais, au niveau d'un certain nombre de collègues en région, au niveau d'un certain nombre de SRAL, un certain nombre de parcelles, et là je reviens dans la dimension agricole, système de production agricole. S'agissant de parasites non réglementés, on peut avoir des notions d'inoculum que quelquefois on a du mal à gérer. Mais c'est une autre problématique, et il y a d'autres outils que les outils réglementaires qui sont dans le champ là des professionnels, qui nous permettent, heureusement, dans la majeure partie des cas, de régler le problème. J'ai une question, Jean-Luc Ford, Chambre régionale Poitou-Charentes et animateur interfilière SBT. Vous avez mis en avant l'importance de la détection précoce. Vous avez fait effectivement mention de la SBT au niveau national. Est-ce qu'on a une bonne connaissance de tous ces dispositifs de détection au niveau européen de ces émergents? Comment ça marche? Comment ça se met en place? Alors, au fond, tous les pays européens, les services de protection des végétaux des différents pays européens ont pour mission de surveiller donc leur territoire afin, bien sûr, d'y détecter, entre autres, ces émergences. Et donc ensuite, si vous voulez, pour coordonner ce travail au niveau européen, les pays ont un certain nombre d'obligations en matière de signalement. C'est-à-dire que les États, s'ils trouvent des organismes réglementés, ça c'est une chose, mais aussi des organismes non réglementés qui pourraient présenter un risque, ils ont l'obligation d'effectuer ces signalements. Pour les pays membres de l'UE, ils ont l'obligation de le faire à la Commission, c'est dans un article 16 de la directive 2029. Pour les non-membres de l'Union européenne, en tout cas ceux qui sont membres de l'OEPP, ils ont aussi cette obligation, c'est écrit dans notre convention. Et donc, si vous voulez, ces pays vont donc échanger tout ce savoir et toutes ces données. Et donc, c'est ensuite que nous, à l'OEPP, on va essayer de coordonner tout ça. On va d'abord les inscrire sur notre liste d'alerte et ensuite, nos experts, par le biais de différents groupes, vont passer en revue ces différentes émergences et vont se mettre d'accord sur l'opportunité ou non de conduire des analyses de risque, à la suite desquelles ils se prononceront ou non sur l'opportunité d'une réglementation. Je peux compléter sur un plan pratico-pratique, pour prendre des exemples. Pas plus tard que hier, Sophie m'a transmis une fiche d'alerte, c'est-à-dire qu'en fait, pour matérialiser ce que dit Anne-Sophie Roy, donc les ONPV via donc la commission échangent en fait à travers un document standardisé qui est une fiche d'alerte, donc cette déclaration d'alerte. Ainsi, le premier foyer de PSA au niveau européen, donc en Italie, on a été alerté en temps réel. Même chose pour le Portugal, même chose pour le premier foyer en Grèce, etc., etc. Rhagoletis cingulata, donc on en parlera dans l'atelier mouche cet après-midi, que vous connaissez peut-être moins que d'autres Rhagoletis ou d'autres mouches. Son premier signalement nous est apparu donc à travers cette fiche d'alerte Europe. Oui, bonjour, Robert Giovinazzo, responsable technique à la Sonito, c'est l'interprofession sur la tomate de conserve. Moi, je voulais intervenir par rapport à des organismes de quarantaine qui sont encore en quarantaine alors qu'ils existent depuis de nombreuses années et qu'on voit très couramment. Et je pense que vous voyez, c'est Helicoverpa avmigera,
Par exemple, je ne comprends pas trop qu'elle soit encore sur liste de quarantaine alors que c'est malheureusement un ravageur courant. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, mais on va répondre en duo. Moi, je vais pas répondre sur ce parasite précis parce que je connais pas son contexte réglementaire, c'est pas dans ma filière, mais je vais prendre un autre exemple que je connais bien, mais c'est la même problématique de toute façon. Et d'ailleurs, on l'a vu hier soir entre collègues en préparant les PowerPoint et on en discutera cet après-midi dans les ateliers. Vous allez voir quand on va vous présenter le statut réglementaire d'un certain nombre de parasites, et vous l'avez sur les fiches techniques qui sont dans les documents qui vous sont remis, qu'il y a des incohérences. Quand on lit en fait le statut réglementaire donc 2029, quand on lit le statut réglementaire arrêté du 31 juillet 2000 et on y rajoute une couche à travers ce que je vous ai présenté rapidement, la nouvelle catégorisation, tout n'est pas forcément en phase. Et effectivement, je partage votre avis. Donc, il y a malheureusement des décalages qui sont liés, j'allais dire, au temps de prise de conscience, à la réunion de la commission, j'allais dire, ad hoc, qui fait que quelquefois on a des décalages. Alors là où je suis d'accord avec vous, je partage le constat, quelquefois c'est très long, mais il faut savoir qu'en fait, notamment le repositionnement réglementaire au niveau de la 2029, il fait l'objet de nombreux débats puisqu'en fait les problématiques épidémiologiques de l'ensemble des États membres ne sont pas du tout les mêmes. Je prends l'exemple, je vois Didier Méry, Monsieur Noyer du Grand Sud-Ouest, donc on a eu un grand débat par exemple sur le repositionnement réglementaire de la mouche du brou, Ragoletis completa, qui est toujours, et vous allez le voir dans les documents, qui est toujours en fait en annexe A catégorie 1, c'est-à-dire parasite non présent sur l'Europe. Alors qu'en fait, quand on fait le tour des gros pays producteurs de noyer, c'est un ravageur qui est complètement endémique de la protection. Donc on a réussi, les collègues donc de la centrale, donc de la DGL, ont réussi le tour de force à présenter à la Commission, donc au niveau européen, donc une note, une mention de déclassification nationale. Ce qui veut dire que chez nous, ce parasite aujourd'hui est en annexe B de l'arrêté donc du 31 juillet 2000. Il est classé catégorie B, mais il est toujours en fait de quarantaine. Voilà l'exemple. Donc ça va nécessiter, donc il va être déclassifié au niveau européen, mais on a été plus rapide. Mais donc c'est le problème en fait du timing et du déphasage en fait. Mais je conçois que vu du terrain, ça pose des problèmes. Oui, au fond, j'ai rien à rajouter, vous avez tout dit, mais voilà, c'est ça. C'est exactement ce problème du timing. Et parfois aussi, pour un certain nombre d'organismes, alors j'ai plus en tête pour les couvert par Migera quelle est la situation, mais c'est-à-dire qu'au niveau européen, il peut quand même se trouver un certain nombre de pays pour qui une protection de quarantaine est encore nécessaire. Et donc, ces pays-là vont quand même demander à leurs partenaires de les maintenir sur les listes. Voilà. Moi, je suis Frédéric Rose de la revue Biophile, revue sur l'agriculture, revue professionnelle de l'agriculture biologique. J'aurais aimé que vous reveniez sur la part de responsabilité des nouvelles pratiques, justement, culturales. La part de responsabilité de ces pratiques qui sont justement beaucoup utilisées en agriculture bio et savoir leur part de responsabilité dans l'émergence des nouveaux ravageurs. Et savoir si ces techniques-là, en fait, font émerger plus de nouveaux ravageurs que la recherche de nouveaux produits est-ce que les insecticides, si on continuait vraiment là-dedans, ne feraient pas apparaître aussi de nouveaux ravageurs, en fait? Bon, je rassure les organisateurs, ça va être très court. Non, je pense que là, il n'y a personne ici présent, y compris nos meilleurs collègues scientifiques, qui sont capables de faire la part des choses. Ça a été dit déjà à travers nos deux exposés. Je crois qu'on est typiquement dans du multifactoriel. Je pense que les causes multifactorielles, on les a citées. Je ne sais pas si c'est de façon totalement exhaustive, mais il me semble que les grosses causes, elles sont là. Ensuite, aller quantifier, pondérer, dire, et loin de moi si vous avez interprété, mais je pense que j'ai pas dit ça du tout. Je pense que bien sûr le développement de la filière bio en France ne peut pas être tenu comme responsable bien sûr de l'émergence ou de la réémergence d'un certain nombre de parasites, c'est évident. Ce qui est certain, c'est que les modifications de nos pratiques est au sens beaucoup plus large. Je pense que l'impact du développement de la PFI, notamment de la confusion sexuelle, et il y a des gens, je répète, encore mieux placés que moi, et ça c'est des sujets qu'on suit très précisément, la réémergence d'un certain nombre de tordeuses au sens large est à mettre en relation, même si c'est pas une corrélation, et on est loin d'obtenir le coefficient de corrélation, il y a une relation évidente avec la réémergence de ces tordeuses pelures et au sens plus large. Mais personne n'est capable de quantifier précisément le rôle, comment dirais-je,
responsabilité de cette modification de pratique et encore moins de la partie bio. Aline Robuchon, conseiller technique dépendant. Donc j'avais une question par rapport à ce que vous disiez sur le besoin de certains pays de conserver une protection au niveau européen envers certains organismes, alors qu'ailleurs c'était des organismes qui étaient devenus endémiques. En fait, dans ces cas-là, comment ça se fait que il y a des zonages normalement qui sont faits, des zones protégées, des zones... Est-ce que ce mode d'action-là, cet outil-là, ne pourrait pas être utilisé peut-être plus couramment ? Alors, oui, merci pour votre question. Oui, c'est vrai que la réglementation européenne utilise justement ce concept de zone protégée, hein, c'est-à-dire des zones où une maladie ou un ravageur est absent, et donc mettre en place un certain nombre de mesures pour continuer, pour faire en sorte que ces zones indemnes le restent. C'est très important pour un grand nombre de pays de pouvoir continuer à maintenir ces zones indemnes. Ça leur permet effectivement de pouvoir exporter un certain nombre de produits vers d'autres destinations. Donc c'est un outil très important en quarantaine. Exemple typique, pour concrétiser, le débat actuellement en Europe sur Ragoletis completa, mouche du brou noyé, a priori, on va s'en sortir au niveau des discussions européennes par la mise en zone protégée des Royaumes-Unis, par exemple. Bonjour, David Pinson de la Société Dupont. J'ai une question très pratique. Lorsque j'ai un parasite de quarantaine que je veux envoyer pour analyse, par exemple, dans un autre pays européen, je cherche l'expertise, comment est-ce que je fais? C'est légal. Oui, donc là, alors, j'allais dire facile, puisqu'on le fait, et Dieu merci, assez régulièrement, parce que si on n'échangeait pas, la problématique est compliquée au plan scientifique, donc si on ne mettait pas en commun nos capacités de recherche, y compris d'ailleurs avec les sociétés phyto, je m'excuse, je vais encore rester sur Ragoletis completa, puisqu'on a expédié il y a 18 mois des mouches de Ragoletis completa vivantes, donc en Allemagne, vers une société privée. Donc c'est typiquement dans cet exemple, parce qu'on avait une collaboration scientifique à développer sur les notions d'attraction, etc. Donc ça se fait à travers un mécanisme réglementaire qui est bien calé, qui s'appelle la LOA. Donc là, vous nous contactez, vous contactez le SRAL compétent donc, de la région d'expédition, et donc il n'y a pas de souci, on peut exporter, entre guillemets, faire passer à des collègues de pays européens donc, des parasites réglementés. Le dispositif existe. Bonjour, Emma Fulchin, cellule de transfert Vitinov. J'avais une question par rapport aux parasites émergents qui sont en fait des organismes vectés. Quelle est la surveillance ou les mesures qui sont prises vis-à-vis des potentiels vecteurs en fait, de cet organisme? Je pense notamment à Xylella fastidiosa, où j'ai fait des recherches un petit peu sur Internet pour essayer de voir la répartition, enfin, la présence de vecteurs en Europe. Et à part les informations sur les vecteurs connus aux États-Unis, j'ai rien trouvé. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui était fait pour avancer un peu sur cet aspect vecteur. Bon, je ne suis certainement pas le meilleur spécialiste ici présent pour répondre à la question, mais simplement, il y a deux volets en fait dans votre question. Il y a un volet, et à mon avis c'est le plus intéressant, mais malheureusement sur lequel on est le plus déficient, qui serait le volet prospectif, c'est-à-dire d'être capable, j'allais dire, d'avoir un certain nombre d'études comportementales, épidémiologiques, j'allais dire sur, entre guillemets, le mode de vie des vecteurs ou vecteurs potentiels des parasites potentiellement émergents. Donc ça c'est j'allais dire la cerise sur le gâteau, on est loin de ça, mais il y a ce volet, il ne faut pas l'oublier. Puis ensuite, il y a la situation dans laquelle on est, notamment au niveau de Xylella fastidiosa, c'est-à-dire qu'on détecte le parasite en fait de quarantaine ou réglementé de façon plus globale, et on déclenche effectivement à ce moment-là j'allais dire l'arme scientifique pour essayer de voir quel est le tas de connaissances. Donc là, force est de constater, je vous renvoie sur effectivement le rapport de la mission scientifique, c'est simplement un état des lieux qui fait le constat qu'effectivement on a de grosses zones d'ombre déjà sur le plan qualitatif, sur les vecteurs, et si vous avez fait de la biblio, vous avez dû le constater,
et ensuite sur les modalités de vection pour les vecteurs qui sont identifiés comme étant présents sur le sol européen. Donc là, la réponse, c'est le domaine scientifique, et justement, c'est un sujet d'actualité, puisque en fait, il y a un appel d'offres européen avec un programme de recherche qui est en cours actuellement, avec un consortium de bonnes, j'allais dire, volontés scientifiques au niveau français, qui sont en train de répondre à cet appel d'offres. Donc il y a quelque chose qui est en cours, mais malheureusement, on n'était pas dans l'anticipation. Juste pour élargir la question des maladies à vecteurs, c'est un problème auquel on est très souvent confronté. Bon là, dans le cas très prégnant de Xylella, mais aussi pour un très grand nombre de maladies à phytoplasme, on ignore le plus souvent les vecteurs, et même si on les connaît, connaître par exemple leurs hôtes, leur répartition géographique est très difficile. Donc c'est vrai que c'est là où on a besoin de la recherche, on a besoin de tous ces projets européens de recherche pour nous aider justement dans ce domaine de la quarantaine et de la réglementation, pour pouvoir mettre en œuvre sur le terrain des mesures qui ont du sens.